Quand vous trouvez sur le terrain une roche un peu noire, d'aspect brûlé, cramé, on rêve tous de tomber sur une météorite, ce mystérieux voyageur de l'espace. Quels sont les critères de reconnaissance ou au moins de présomption d'une météorite sur le terrain? Comment ne pas les confondre avec des roches terrestres? Quelles mesures peut-on réaliser? Autant de questions que nous allons aborder avec l'aide de Léo, animateur scientifique au Muséum des sciences naturelles d'Angers. Un grand merci à lui. Allez, c'est parti et bonne chance pour le jeu sur les roches ressemblant aux météorites. Grâce aux échantillons de vraies météorites contenus dans la valise pédagogique de Vigiciel, lien en description, programme de sciences participatives qui invite à observer les étoiles filantes, rechercher des météorites et des cratères d'impact, Léo va vous présenter les critères de supposition d'une roche météoritique. C'est un caillou qui donc a traversé l'atmosphère. Et en fait, quand il a traversé l'atmosphère, ce caillou il a chauffé avec les frottements de l'air, puisque forcément ce caillou il arrive à grande vitesse, plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par heure. Donc forcément il va fortement être ralenti par les frottements de l'air qui vont échauffer la roche. Et donc la surface va légèrement fondre. Et donc elle va ensuite avoir cet aspect lisse, sorte comme un caramel qui aurait fondu et qui serait refroidi. Et donc les arêtes, elles sont émoussées, elles sont arrondies. Donc elle est dense également cette roche, comme on l'a dit, parce qu'une météorite, c'est un mélange de roche et de métal, donc on va avoir cette densité importante. C'est de couleur sombre, parce qu'elle a chauffé, donc elle a cramé en fait. Donc là, on est bel et bien face à une météorite. Cette météorite, comme elle est tombée il y a quelques années, l'érosion petit à petit a grignoté la croûte. Donc on se rend compte que la croûte, elle n'est pas présente partout, parce que justement, ça c'est le fruit de l'érosion. Et donc ça permet de bien remarquer qu'il y a donc une croûte noire, et qu'à l'intérieur, la couleur est différente. Dans une météorite, ce qui est important, c'est la présence de cette croûte. Là, à nouveau, on a une météorite, et elle porte un autre indice qui peut être également important. À certains endroits, on voit que la surface fait des sortes de bosses et de creux. Voilà, c'est pas tout le temps plat comme ici, comme si en fait on avait appuyé avec nos doigts dans de la pâte à modeler. Et ça, c'est un autre indice. Ça porte le nom de Regmaglypt, donc c'est un nom un peu barbare. Et en fait, c'est lié également à l'entrée en atmosphère. Avec les forces de frottement, ça va tout simplement enlever de la matière. Et ça, c'est un autre indice qui va dans le sens d'une origine météoritique. Pour voir cette croûte si importante, il faudra scier votre roche. Pour connaître la densité de la roche, il vous faudra la peser avec une balance, unité en kilos, puis évaluer son volume à l'aide d'une éprouvette graduée, unité en litres, en soustrayant le volume d'eau avec la roche du volume d'eau sans la roche. Vous n'avez plus qu'à faire le calcul suivant, masse sur volume. Sur de nombreux sites, il est recommandé de tester les météorites avec un aimant pour savoir si elles sont magnétiques ou pas. Ce qui est le cas pour une grande majorité d'entre elles, mais pas toutes. Il est vivement déconseillé d'utiliser cette technique. Cela affecte les propriétés de la météorite pour de futurs examens en laboratoire. Roche noire, on a des arêtes qui sont émoussées, assez arrondies. Ça brille un peu, présence sans doute des petits éléments métalliques. C'est lisse. On se rend compte que là, un morceau de croûte a disparu. On voit l'intérieur qui est plus clair. On a plutôt un gris clair. Donc là, les indices sont réunis pour nous indiquer que cette roche est bien une météorite. On peut voir qu'à sa surface, il y a de nombreux trous. Des petits trous, des petites vacuoles, et elles sont synonymes d'un dégazage au moment de la formation de cette roche. Nous avons
une roche volcanique. Donc une goutte de magma qui a été projetée dans les airs. Donc le gaz a disparu, ce morceau de lave s'est ensuite refroidi et est retombé au sol, et ça a formé cette roche noire. Donc ça, c'est typique de ce qu'on peut retrouver sur le piton de la Fournaise à La Réunion ou dans la chaîne des Puys dans le Massif central. Le basalte d'une coulée volcanique continentale ou océanique a une densité aux environs de 2,7. Alors celle-ci, elle est intéressante parce que, contrairement à notre scorie, elle a des trous, mais elle est dense. Donc là, on commence à avoir une roche qui, justement, pèse son poids. Donc forcément, si on a une certaine densité, on va imaginer qu'elle est riche en métal. Et justement, le métal, on l'associe aux météorites. Donc on pourrait se dire que cette roche pourrait être justement une météorite. Et puis elle a un aspect un peu particulier, ça forme parfois des sortes de boudins, de lambeaux, on a des trous. Bref, c'est une forme qui n'est pas habituelle dans les roches qu'on a l'habitude de croiser sur le terrain. Donc on peut se dire, si elle est inhabituelle, peut-être c'est parce que justement elle est extraterrestre. Or là, à nouveau, c'est un faux ami. Déjà en plus parce qu'il y a ces fameux trous, donc on va forcément l'éliminer. Et là, on est face à un résidu de fonderie. Donc là, c'est vraiment un produit manufacturé, donc c'est lié à l'activité en fait, humaine. Ça peut parfois se retrouver forcément dans des territoires où il y a une activité métallurgique. Et donc on peut retrouver ces déchets qui peuvent être donc confondus là aussi avec des météorites. Intéressante également parce que, à nouveau, forte densité. Et là, la couleur change un petit peu. Là, on a une roche qui a des reflets métalliques, un gris métallisé. Quand on la sent, pas trop de doute, ça sent le fer. Donc là, on a quelque chose qui est très riche en métal. Voilà, même avec cette couleur, on se dit, voilà, c'est du métal pur. Et en effet, c'est un mélange de fer et de nickel. Et là, on a bel et bien une météorite. Mais une météorite un peu particulière parce que cette météorite, contrairement en fait aux deux autres qu'on a vues tout à l'heure, celle-ci, elle n'est faite que de métal. C'est une météorite de fer. On peut également les appeler des sidérites. Donc les météorites de fer, donc elle a normalement une croûte également, mais cette croûte-là, elle s'est sans doute beaucoup altérée. Elle est encore un peu visible parfois, elle est un peu plus noire, mais forcément, elle s'est altérée, donc elle révèle sa couleur interne, sa vraie couleur, c'est plutôt ce gris métallisé. Mais ça pourrait facilement être confondu avec un déchet de fonderie. Pour trouver cette matière, il faudrait plutôt aller en profondeur, aller dans le noyau de la Terre pour trouver une telle matière. D'accord, mais entre un résidu de fonderie et cette météorite, alors la croûte, la forme... Ça va surtout être en fait, ce qui va permettre de la distinguer d'une scorie. En fait, la scorie, en fait, elle se sera entièrement... on a cette teinte brune sur la totalité en fait, de la scorie. Donc si vous la tranchez, vous aurez cette même couleur à l'intérieur. Voilà, puisqu'en plus le tout, ça a pu s'oxyder, etc. Une météorite de fer, si vous la retrouvez et qu'on enlève la croûte, on va avoir vraiment cette couleur gris métallisé voilà, qu'on va trouver à l'intérieur, qui est donc propre à cette météorite. Une roche avec une surface foncée, marron, des signes de craquelure, et puis elle aussi a été tranchée, et quand on voit l'intérieur, on a une couleur plutôt couleur grise claire, voilà, sur deux faces, donc c'est les faces qui ont été tranchées et polies, donc c'est bien l'intérieur. Et puis en surface, on a cette surface plutôt marron foncé. Quand on regarde l'épaisseur de cette croûte, elle est fine, on a une épaisseur qui va être de l'ordre du millimètre, donc ça pourrait être une météorite. Par contre, c'est vrai qu'elle est peu dense, celle-ci. Donc on pourrait se dire, mince, peut-être pas suffisamment pour être une météorite. Et en fait c'est le cas, c'en est une météorite un peu particulière, ce qu'on appelle une eucrite. En fait, les eucrites sont des météorites qui proviennent de la surface d'astéroïdes ou de la croûte d'un astéroïde de grande taille ou la croûte d'une planète qui en fait n'aurait pas survécu à la formation des planètes et donc qui ensuite serait tout simplement éclatée en astéroïdes.
Et en fait, une crite, c'est sensiblement, en tout cas ça ressemble beaucoup aux roches qu'on trouve à la surface de la Terre, aux roches de la croûte terrestre. Donc c'est pour ça que la densité de cette roche est proche des densités des roches terrestres. Mais c'est plus à la présence de cette croûte notamment. Et puis ensuite, bien sûr, on peut avoir d'autres moyens de l'identifier en faisant des lames minces ou en regardant la minéralogie plus précisément. Elle, je l'aime beaucoup parce que typiquement, c'est vraiment le faux ami le plus fréquemment rencontré. Parce qu'on a une roche qui est dense. Vraiment là, quand on la prend dans la main, on se dit bah, forcément cette roche elle est lourde, anormalement lourde, on va dire, comparée aux roches qu'on a l'habitude de croiser. Il y a une surface lisse, il y a une couleur relativement foncée, mais par contre, deux éléments posent problème, c'est la forme. En fait, cette roche, en tout cas cette espèce minérale, ici, elle est ronde. Et or, une météorite n'aura jamais une forme ronde, ce n'est pas une boule. Hein. Une météorite, c'est une roche, et une roche, forcément, une forme souvent quelconque, hein, avec des angles arrondis parce qu'elle traverse l'atmosphère, mais on est d'accord que ce sont en fait des polygones avec différents côtés. Or là, on a une roche qui est plutôt ronde, et en fait, une météorite, ce n'est jamais une boule, ce n'est jamais rond. En fait, ça, c'est une espèce minérale qu'on appelle de la marcassite, donc c'est du sulfure de fer. Donc voilà pourquoi en fait c'est dense, hein, parce que c'est riche en métal. Et en fait à l'intérieur, on a une cristallisation qui est radiée. Donc là on voit, ça c'est l'intérieur d'une marcassite. On a l'impression qu'il y a une croûte également en surface, mais la croûte est beaucoup plus épaisse qu'un cheveu. Là on a une croûte qui fait plusieurs millimètres. Donc à nouveau, ça ne peut pas être une météorite. Donc là, on a une roche qui est dense. Par contre, en termes d'aspect, là, voilà, les arêtes sont plus saillantes. Voilà, c'est un peu plus rugueux. On n'a pas cette surface lisse. On n'a pas l'impression de voir une croûte. On a l'impression de voir différentes, peut-être même des minéraux à l'intérieur. Bref, la surface est moins homogène que lorsqu'on a justement une météorite avec sa croûte. Donc là, on a un intrus. Mais qui est riche en métal, puisque là on est face à du minerai de fer. Donc là on est bien sur une roche terrestre. Elle est un peu étrange, parce que là on a une roche noire qui comporte des trous. En fait on a l'impression qu'elle s'est fait ronger un petit peu cette roche, donc par l'érosion. Et puis surtout ce qui intrigue, c'est sa forme, une forme de goutte. Puisque là on a une roche un peu particulière qui est ni vraiment une météorite ni une roche terrestre, qui est un peu un mélange des deux si on veut. C'est ce qu'on appelle une tectite, un témoin de la chute d'un astéroïde de grande taille. Donc là forcément jusqu'à présent on a vu des météorites de petite taille, on va dire, parce que elles tiennent dans la main, hein. Donc voilà, elles font quelques centimètres de long, mais il faut imaginer que dans l'histoire on a eu des astéroïdes beaucoup plus gros qui ont percuté la Terre, des astéroïdes de plusieurs dizaines, centaines, voire kilomètres de long. Forcément les dégâts vont être beaucoup plus importants, l'énergie libérée est beaucoup plus importante, et en fait ces roches elles vont se vaporiser à l'impact, et elles vont vaporiser également la roche qu'elles impactent, ce qui va donner naissance à un trou, le fameux cratère d'impact, mais également de la matière, hein, qui s'est un peu liquéfiée, qui va être projetée. Un peu de la même manière que lorsqu'on lâche un caillou dans l'eau, on a des petites gouttes d'eau qui sont projetées. On a des gouttes de roches en fusion, en fait, hein, de mélange de cette roche. De roches terrestres. Et extraterrestres, un truc qui a pu se mélanger aussi potentiellement, hein, qui vont donc être projetées dans les airs, qui peuvent même parfois quitter en fait l'atmosphère, hein, arriver voilà, au-delà de l'atmosphère, se refroidir et retomber ensuite à proximité du cratère ou bien à des kilomètres, parce qu'en fonction de la puissance de l'impact, ces gouttes peuvent être projetées à des milliers de kilomètres de l'impact. Et donc on va avoir justement cette forme de gouttes liée à leur chute, et c'est ce qu'on va appeler des tectites. En effet, on a ici un instrument qu'on appelle le MET-MET, pour météorite meter. Donc c'est un instrument qui a été développé par le CEREG,
donc un institut de recherche qui se situe à Marseille. C'est un outil qui va permettre de mesurer le magnétisme et la conductivité électrique de notre échantillon, qui va nous apporter une information supplémentaire. Et justement, lorsqu'on a un doute, ça peut permettre de lever ce doute pour savoir si cette roche est bel et bien une météorite ou non. On l'allume. La première étape, ça va être de tarer en fait notre instrument, donc dans l'air. Donc voilà, on s'éloigne de toute structure métallique. On évite de le faire sur une table parce que comme la table a des pieds métalliques, ça pourrait perturber la donnée. Et maintenant, je vais pouvoir placer l'échantillon en dessous. Et j'appuie une fois. Donc deux données apparaissent. Le magnétisme en haut, la conductivité électrique en bas. Il faut encore ensuite le pondérer avec la masse. 271 grammes. Donc il suffit juste que j'utilise la molette. Et donc là, on lit 2,53 en magnétisme et 2 en conductivité. Donc on va pouvoir le reporter. 2,53 ici et 2 pour la conductivité. Donc là, on se retrouve à peu près ici sur le graphique. Donc nous ne sommes pas dans les zones concernées par les météorites, qui sont les cercles qui sont présents ici, qui vont être en fait sur cette ligne-là. Vraisemblablement, l'échantillon que nous avons ici n'est pas d'origine météoritique, mais bien terrestre, et en effet, puisque c'est une marque acide. Donc là, on a 4,5 en magnétisme et 2,2 en conductivité. Donc 4,5, ça nous emmène ici, et 2,2, on va arriver ici. Tout ce qui est LCV, LH, c'est la grande famille des chondrites, parce que bien sûr, dans les météorites, il y a plusieurs sortes de météorites, il n'y a pas une météorite, mais plusieurs familles. Et donc là, c'est la ligne en fait, des chondrites. Pour confirmer si votre roche est bien une météorite, n'hésitez pas à montrer cette roche à un des relais du programme Vigiciel. À bientôt les géologiques pour de nouvelles aventures.